Bonjour à tous. Euh, les séminaires du Centre d'Alembert sont cette année délocalisés dans le monde des écrans du fait des contraintes sanitaires et donc on s'est adapté. Le thème général de notre série de séminaires vise à nous interroger sur ce qu'est un fait établi et sur comment on en arrive à se tromper. Donc les séances précédentes des séminaires du Centre d'Alembert portait sur les procédures de validation en sciences du climat, en astrophysique, en biologie, en physique, en mathématiques, et sur comment cela était transmis et reçu également en sciences de la communication. Donc, cette question, c'est à la fois une question épistémologique, mais c'est aussi une question qui entre en résonance avec des débats récurrents sur la validité des discours scientifiques, la validité du discours des scientifiques sur les discours experts. La séance d'aujourd'hui porte sur la validation des faits et des théories en économie. C'est un sujet particulièrement intéressant car les discours et les pratiques économiques jouent un rôle dans nos vies à tous. Et cette séance d'aujourd'hui, je laisse Philippe Brunet la présenter. Donc Philippe, est-ce que tu peux dire quelques mots sur la séance et sur les conférencières qui interviennent aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux d'animer cette séance avec Julien. Pour ma part, je suis sociologue. Donc, en fait, c'est l'idée aussi à travers cette séance, de discuter, alors, à partir de la science économique, donc des questions et des problématiques qui ont été posées d'ores et déjà par Julien donc tout au long de ce séminaire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir de manière virtuelle, mais tout de même, de recevoir donc deux économistes, Ariane Dupont-Kiefer et Agnès Labrousse. Donc Ariane Dupont-Kiefer est maître de conférence en économie à l'école d'économie de la Sorbonne et elle est membre du laboratoire phare, donc qui est un laboratoire interdisciplinaire, hein, puisque son intitulé, l'acronyme phare veut dire philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. Donc à la fois à des dimensions historiques et des dimensions philosophiques, on pourrait certainement dire les dimensions épistémologiques, hein, voilà, de l'économie. Donc Ariane Dupont-Kiefer, depuis sa thèse, bien sûr, ses travaux de recherche sont larges, mais en tout cas, depuis sa thèse, travaille sur ces questions-là, en particulier donc en s'intéressant au modèle économétrique, hein, si j'ai bien compris, et une de ses dernières publications, d'ailleurs, dans une revue qui s'appelle History of Political Economy, donc s'est intéressé à des conférences du Vatican en 1963, voilà, donc qui porte sur les controverses sur la neutralité de la modélisation économétrique. Voilà, donc je pense qu'on est bien au cœur de notre sujet, en tout cas cet après-midi. Et donc ensuite interviendra Agnès Labrousse, qui elle est maître de conférence, également de conférence, donc à l'université Jules Verne d'Amiens, l'université de Picardie, et donc qui est membre du CRISEA, donc
un laboratoire d'économistes, le laboratoire d'économistes, si j'ai bien compris, de cette université. Donc Agnès a travaillé également, il travaille sur, entre autres, hein, sur ces questions hein, qui sont posées aux théories économiques, des théories économiques qui sont dominantes et donc leur rapport aussi, le rapport qu'instruisent en quelque sorte les économistes eux-mêmes à ces théories dominantes. Donc très récemment, elle a publié donc avec d'autres auteurs un ouvrage hein, aux éditions du Croquant en 2017, donc qui s'intitule Misère du scientisme à propos de l'affaire Cahuc et Zilberberg. Donc une histoire de controverse hein, entre économistes. Et puis plus récemment également un article que j'ai repéré, donc coécrit avec Bernard Chavance dans la revue Review of Political Economics et qui s'intitule, traduit en français, Institutions et sciences, sciences entre guillemets, la contestation du pluralisme en économie en France, donc qui rejoint un peu les perspectives qui avaient été avancées aussi dans l'ouvrage paru l'année précédente aux éditions du Croquant. Donc je crois que précisément s'agissant de Croquant, voilà, on a un bon menu cet après-midi. Donc nous allons tout de suite laisser la parole d'abord à Ariane Dupont-Kieffer. On laissera peut-être la place à une ou deux questions. Ensuite, Agnès Labrousse comment dire, présentera sa communication. Là aussi, on laissera peut-être une ou deux questions et ensuite un débat un peu plus général s'installer. Voilà, donc Ariane, vous avez la parole. Je vous remercie, chers collègues, je vous remercie à tous et merci pour cette invitation. Je vais essayer de dresser un panorama rapide sur la construction de la science économique et dans la manière dont elle s'est construite dans une interrogation dans le rapport aux faits. Et j'aimerais à la fin, j'espère avoir le temps, si je suis efficace, prendre quelques exemples actuels de notre rapport en tant qu'économiste à la construction des faits et ce que ça implique aujourd'hui avec des choses très très concrètes, notamment en transport, puisque je suis aussi économiste des transports. Donc ça vous touchera peut-être plus que ce que je vais vous présenter, qui est peut-être un peu abstrait. Alors, je voudrais commencer par une phrase de Ragnar Frisch, qui a donc partagé le premier prix Nobel dit d'économie, je raccourcis, avec Jan Tinbergen pour avoir su développer l'économétrie. Et Frisch explique bien que son programme scientifique est celle de la découverte de lois. En effet, en économétrie, comme dans la physique et la biologie, on cherche à formuler des lois, des relations quantitatives précises et à déterminer leur forme concrète par l'appel à l'observation. Donc on voit dans cette citation qu'il y a une recherche d'un critère de scientificité qui sera celui de l'expérience, de l'observation. La question, c'est est-ce que ce critère de scientificité ne pose pas des problèmes quand on travaille sur l'humain? Notamment, comment peut-on faire des expériences en économie? Comment peut-on les reproduire? Est-ce qu'elles ne donneront que l'apparence d'une science ou vont-elles vraiment fonder une démarche épistémologique scientifique? Est-ce qu'elles servent à poser la question de la neutralité ou de l'objectivité, celle du vrai? Et est-ce qu'elles servent à valider les théories, ces expériences ou ces expérimentations? Donc, il faut vraiment s'intéresser, et c'est ce qu'on essaiera de faire, sur les critères de scientificité tels qu'ils ont été développés en économie et aux pratiques scientifiques, c'est-à-dire le rapport aux faits, la construction des faits économiques et leur rôle pour développer des lois. Alors, pour ceux qui n'arriveraient pas à tout suivre, il y a un chapitre qui a été publié dans cette
dans ce manuel d'histoire de la pensée économique l'année dernière sous la direction de Samuel et de Sylvie. Alors, quelles sont les 4 grandes questions que je souhaite qu'on se pose? C'est comment s'est imposée l'idée de régularité empirique comme l'essence d'une science pour les économistes? Comment s'est développé plusieurs approches d'une économie empirique qui se sont affrontées dans les années 30 autour d'une question très précise, celle de la compréhension du cycle des affaires et des points de retournement dans les cycles des affaires. Et c'est sur une question théorique qu'une approche épistémologique va s'imposer sur une autre. Et très vite, les débats vont tourner autour de mais qu'est-ce qu'une loi empirique? Comment on peut la dégager? Comment on peut l'utiliser? À quoi elle sert? Et ces remises en question vont déboucher sur de nouvelles approches plus expérimentales qui seront plus d'un rapport aux données statistiques, mais plutôt à la construction d'expériences pour essayer de comprendre ce qu'est cet être humain, cet Homo economicus. Alors, il faut revenir un peu au contexte scientifique qui est celui de la modernité. La modernité qui s'est construite sur l'idée que la scientificité va se faire par un recours aux faits, et ces faits vont décrire des phénomènes, et ces phénomènes doivent être comparables dans le temps et dans l'espace. Et ces faits vont passer par la mise en place d'expériences en laboratoire, de la mise en place de routines d'observation. J'insiste beaucoup sur les routines d'observation. Il va falloir mettre en place des taxonomies, des procédures répétables, des opérations de classement, la définition d'outils normalisés qui permettront la reproduction des expériences. Et c'est autour de ces outils que vont se construire des recherches d'objectivité et de neutralité. Alors, l'empirie ne date pas du 19e, mais la modernité, je reprends la distinction faite par Bruno Latour, qui est celle dans 97, dans Nous n'avons jamais été modernes, quand il explique que le point de départ de la modernité, c'est le débat entre Hobbes et Locke, donc Thomas Hobbes 1588-1679 et Robert Boyle 1627-1651, où on va comprendre une dichotomie de la société moderne, c'est l'étude d'une dichotomie entre la compréhension de la nature d'une part et la compréhension de l'homme de l'autre part. C'est en 1650, en 1660 qu'émergent à Oxford et à Londres 2 espaces. Ces 2 espaces de compréhension, on va opposer, si on le dit un petit peu de manière abrupte, c'est l'opposition entre Hobbes, où les questions de l'homme vont se discuter dans le café, et Boyle, où les questions de la nature se comprennent dans l'espace du laboratoire. Boyle, qui travaille sur la pompe à air, veut essayer de comprendre l'action de la pression atmosphérique et il va mettre en avant un raisonnement empirique et inductif et déjà il établit la nécessité de mettre en place des règles pour la réalisation d'une expérience, c'est-à-dire des règles à observer, des conventions de mesure, des conventions d'observation, la formulation des résultats. Et Hobbes va contester très rapidement la validité du savoir factuel, puisque le travail empirique est saisi par les sens et donc sera biaisé par la mémoire et ça ne sera qu'une collection de faits, qui ne cherche pas à mettre en place des causes. Donc, quand on ne recherche pas de cause, la formulation des lois ne sera pas universelle, n'aura pas de résultat en termes de validité en tout temps et en tout lieu. Boyle va récuser le discours de Hobbes en préconisant le doute et en refusant tout discours d'autorité. Du coup,
si on revient à la diapositive précédente, on va se retrouver avec d'un côté le pouvoir naturel et le pouvoir du scientifique qui va se rapporter à l'étude de la nature, des non-humains, des objets muets qui vont parler par le truchement des scientifiques, et de l'autre côté le pouvoir politique, le pôle de la société ou de la culture, par lesquels les citoyens parlent par la voix du souverain. Ce qui expliquera qu'il y aura un travail de séparation entre le monde naturel et le monde social. Et il faut à la fois séparer ce qui deviendra de l'homme et de la nature et pour tout, en même temps créer des jonctions entre ces deux mondes. Alors c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on explique que c'est naturellement que les femmes sont moins productives que les hommes. Donc on va essayer de trouver scientifiquement qu'elles sont moins productives et qu'elles doivent rester à la maison. Donc ça, c'est une des conséquences de la modernité, soit dit en passant. Donc, à tout jamais, là, le laboratoire va être dissocié des questions du contrat social. Toutefois, on va voir qu'Auguste Comte va essayer de réconcilier le fait que la société, tout ce qui est de l'homme, puisse être aussi expliqué par des lois et que la société est gouvernée par des lois. Et ce qui fait l'unité de la compréhension du monde, c'est la méthode scientifique qui repose sur l'étude des faits. La nature est assez passive et donc l'étude des faits fait que le travail scientifique met en place un certain nombre de protocoles d'observation, de mesures, de classification, de description, de classement de ces mesures pour donner du sens à la nature. Et Comte va montrer qu'il y a 3 étapes dans la progression de la science et de la définition de la connaissance, qui sont l'état théologique au départ. Les phénomènes sont expliqués en recourant à des figures divines ou surnaturelles. Puis, un deuxième état qui est celui de l'état métaphysique, où les hommes appuient leur compréhension du monde en mobilisant des figures philosophiques comme la nature. Puis enfin, l'état positif, le plus achevé, où les hommes établissent des lois en mettant en avant ou au jour des causes premières et des causes finales. Et il distinguera 6 sens, 6 sciences, et vous verrez que donc la sociologie apparaît comme une des sciences, et il n'y a plus cette dichotomie entre la nature et le social, et la société. Ce qui est très important à retenir ici, c'est qu'il va proposer l'étude de la réalité qui est extérieure à soi par le rôle de l'expérience. Donc, c'est-à-dire ce rapport aux faits. Très rapidement, suivra le cercle de Vienne, mais je pense que je vais aller vite parce que je voudrais aller un petit peu plus sur ce qui arrive en économétrie. Le cercle de Vienne va réunir des scientifiques et des intellectuels de disciplines différentes et qui vont essayer de s'intéresser aux critères de démarcation entre la science et la pseudoscience. Et c'est l'expérience qui fera la différence entre ces deux. Et cette différence permettra de faire la preuve. L'expérience permet de faire la preuve et de vérifier une théorie. Et aucun énoncé pour le cercle de Vienne n'est à retenir de manière scientifique si on ne peut pas fournir la preuve par l'observation de cet énoncé et prouver qu'il correspond à des faits. Donc, il va falloir mettre en place des règles de correspondance entre les énoncés d'observation et les énoncés théoriques. Ce lien entre ces deux pôles, entre ce que l'on voit et ce que l'on pense, la manière dont on va penser les relations causales. Donc, c'est l'idée, c'est les relations de correspondance permettent de faire qu'il y ait une contrepartie observée à tout énoncé théorique, en fait. Et cet travail sur les règles de correspondance trouvera son point d'orgue avec les théories de Percy Bridgman qui développera l'opérationnalisme en montrant que les opérations permettent de faire coïncider des termes théoriques et des termes d'observation. Au XIXe siècle, l'économie, très vite, va essayer de rentrer dans cette approche
de quantification, notamment avec les travaux de Whewell, mais on peut dire aussi que l'utilitarisme avec Bentham, quand on essaye de quantifier les plaisirs et les peines, il y a des travaux en histoire de la pensée très intéressants sur la mesure concrète de ces mesures des plaisirs et des peines, on va commencer à se dire que on doit comprendre l'être humain par des procédures de quantification de ses besoins. Et ces procédures de quantification doivent ensuite trouver leur traduction en termes de mesure. Et c'est là que c'est une démarche très importante de faire la distinction entre quantifier et mesurer. Quantifier, c'est mettre en rapport des entités abstraites. Donc, c'est par exemple A sur B. Mesurer, c'est de trouver la correspondance concrète dans le monde réel de la valeur de A et de la valeur de B. Donc, on pourrait dire que j'ai le droit à A sur B de part de gâteau quand le dimanche midi, nous avons le repas familial. La traduction concrète, c'est A, c'est un individu vaut 1, B, on est combien autour de la table? On est 6, donc j'aurai le droit à 1/6 du gâteau. Ensuite, ce qui se passe au 19e siècle, suite à l'émergence, alors je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'on doit aller assez vite quand même, c'est que va se développer en économie deux approches. Une approche empirique, l'économie empirique, qui se fait dans les instituts de statistiques qui sont créés au 19e siècle pour collecter un certain nombre d'informations sur les citoyens. Et je vous renvoie aux travaux d'Alain Desrosières sur la politique des grands nombres, qui rappelle que l'État a besoin de chiffres pour gouverner, simplement pour lever l'impôt. On a besoin de savoir combien il y a de citoyens. Ces citoyens ont-ils un patrimoine ou pas, de combien, etc. Faut-il construire des routes? Faut-il construire... On a besoin de savoir combien de personnes y habitent, quel type d'activité. Donc d'un côté, on va avoir une science empirique qui va se développer autour des instituts de statistiques, mais qui ont une vocation de gouvernance, pour que l'État mette en route le vivre ensemble. Et de l'autre côté, nous avons l'économie mathématique qui se développe dans les milieux académiques, qui est plus sur l'approche de la quantification, c'est de formuler des lois mathématiques, la loi de l'offre et de la demande, par exemple, la loi de la productivité marginale. Et il faudra beaucoup de temps pour qu'il y ait une synthèse entre ces deux mondes, et cette synthèse, elle se fera grâce à Ragnar Frisch, donc premier prix Nobel d'économie, qui va essayer de faire se rencontrer cette approche de l'économie mathématique et de la statistique. Alors, Frisch, c'est un Norvégien qui a une formation d'orfèvre d'ailleurs et qui va vers l'économie après une thèse de statistique et qui se pose très vite comme ambition de faire le travail de Cournot, c'est-à-dire de continuer le travail de quantification de l'utilité, c'est-à-dire l'homme est mu par des actions utiles, il va chercher l'utilité, s'il consomme un bien, c'est parce qu'il lui est utile, mais il va essayer d'en trouver la quantification, la mesure ensuite, une fois qu'il a posé l'axiomatique de la quantification, il va essayer de le mesurer. Et cette ambition, il l'affiche très clairement, vous pouvez le voir sur ce PowerPoint, il l'affiche très clairement en 1925, alors qu'il soutient sa thèse, où il veut montrer qu'il veut une analyse mathématique générale de phénomènes statistiques. Il a bien compris qu'il y a d'un côté des observations empiriques faites par les instituts statistiques, mais de l'autre côté, un schéma d'explication théorique, et les deux ne matchent pas. Donc, il veut les faire se rencontrer. Et ensuite, il veut développer une analyse pour comprendre, il comprend bien que le goût de l'homme et ses actions humaines se développent dans le temps et qu'il faut voir comment ces actions de l'homme se transforment dans le temps, alors que jusqu'ici, on avait des approches d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. C'est en gros, il veut introduire le cinéma dans l'économie. On va passer de la photographie au cinéma, il est les frères Lumière de l'économie à lui tout seul. Et ensuite, il va essayer de joindre toutes ces analyses pour créer l'économétrie,
en montrant que l'économétrie sera l'équivalent de la biométrie à la biologie. Je pense que vous avez eu des séances sur ce point. Alors, ce qu'il essaye de faire, il essaye donc de partir, comme on a vu au début de la séance, de partir de l'observation. Mais pas n'importe quelle observation. Si vous lisez cette citation qu'il a en 1932, alors en 26, il dit il faut partir de l'observation, il faut partir de l'expérience, mais la substance des observations est une masse inerte jusqu'à ce que la vie lui soit donnée au moyen d'une spéculation théorique constructive, et ce n'est qu'à travers la synthèse de la théorie de l'observation que l'on peut comprendre en détail les phénomènes. Donc très vite, il va dire qu'on ne peut pas aller à l'épreuve des faits et des observations sans avoir une idée en tête, sans avoir un schéma, des lunettes qui vont permettre de faire le tri dans ces observations. Et en ça, il va s'opposer à l'institutionnalisme américain, à Mitchell, notamment, qui est un des fondateurs de l'institutionnalisme américain, et un de ses disciples, John Maurice Clark, qui, eux, sont complètement centrés sur la collecte d'informations quantitatives, le développement de données. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que vont être créés en 1920 le NBER et un certain nombre d'instituts statistiques aux États-Unis qui vont collecter. Leur travail à eux, c'est de développer la collecte de données, de développer des techniques statistiques pour traiter ces données et faire une sorte de collection de faits pour décrire un état, un moment. Donc, Mitchell, très très vite, quand il se lance dès les débuts des années 1913, c'est très clair. Pour lui, il ne veut pas faire une économie quantitative et empirique pour vérifier les conclusions de la théorie économique déductive. En gros, il ne veut pas que son économie empirique soit au service d'une théorie. Il pense que c'est un lieu de découverte. Alors, il y a une citation intéressante que je vais vous lire où il dit, donc, en 1917, « Dès à présent, le comportement humain peut être étudié dans une perspective soit interne, soit externe à l'humanité. Un économiste peut observer et enregistrer ce que les hommes font en affaires, comme le météorologue observe et accumule des observations sur le temps. Un historien en économie dispose d'observations antérieures faites par d'autres sur le comportement humain, comme le géologue étudie les traces des conditions antérieures à la formation de la croûte terrestre. » Et cette méthodologie de l'enquête, il peut la développer grâce à, donc j'ai dit le NBR créé en 1920, mais le Harvard Committee for Economic Research qui est fondé en 1919, le Brookings Institute en 1922, et il va essayer de retrouver ce qu'on appelle des patterns. Il va essayer de trouver des patterns modernes, des sortes de schémas de comportement qui pourraient se reproduire et qu'on retrouverait dans les données, qui se répètent. Et à partir de là, il va dire que à telle époque, le comportement du consommateur, le comportement par exemple des courbes d'investissement est ceci ou cela. Et il va chercher à comprendre avec ses équipes comment ces modèles, ces patterns évoluent dans le temps. Il est vraiment dans une approche d'un temps historique, il n'est pas marxien, mais il a quand même l'idée qu'un état de société se développe dans un autre état de société et que les prémices de cette transformation se trouvent et doivent être décrites par l'effet statistique pour comprendre pourquoi il y a cette transformation dans le temps. Donc il a un peu aussi l'approche dynamique de Frisch à aller chercher pourquoi une économie se transforme. Mais Frisch, donc il s'oppose complètement à Frisch en disant que on ne doit pas avoir une théorie scientifique à l'avance prédéterminée. Alors, sur quelles questions ils vont s'opposer, Frisch et les institutionnalistes? Ça va être d'expliquer les points de retournement des cycles des affaires, c'est-à-dire pourquoi le pic de production du capital se trouve avant le pic de consommation du capital. Et
la question, ça va être le rôle de l'investissement dans les points de retournement des cycles. Alors, l'explication n'est pas nouvelle. C'est Aftalion, un Français en 1913, qui va expliquer qu'il y a des tensions sur les marchés qui vont provoquer. Je vous explique, et j'aime beaucoup, c'est une métaphore que j'emprunte à Henri Denis, pour ceux qui sont d'une autre époque, hein, dans son manuel de 1969. Il explique les idées d'Aftalion comme ça. C'est, à un moment donné, sur un marché, il y a une augmentation de la demande de biens de consommation. Or, les entreprises ne peuvent pas répondre parce qu'elles n'ont pas assez de machines pour répondre à cette augmentation de la demande. Donc, elles vont commander des machines pour pouvoir produire plus. Mais le temps qu'arrive la production de machines, entre-temps, le marché a fait son œuvre, c'est-à-dire que sur le marché de biens de consommation, face à une demande élevée, les prix augmentent, du coup, la demande va baisser. Et au moment où les entreprises sont prêtes à répondre à l'ancienne demande, elles arrivent avec trop de biens sur le marché de consommation, où le prix est trop bas et ça provoque un effondrement. Alors, ce principe de l'accélérateur, il va être expliqué donc par la nature de l'investissement qui prend du temps. Et Clark dit tout de suite, et avec Mitchell, ils identifient bien dans leurs données que c'est l'investissement qui a un décalage et qui est important et qui est trop important par rapport à une future demande. Et Frisch va montrer que c'est pas si simple. C'est l'investissement, et il fait appel à la théorie économique. L'investissement a deux composantes, l'investissement de remplacement et l'investissement net, qui augmente les capacités productives du pays. Et c'est parce que Clark réduit l'investissement au seul investissement net qu'il est incapable d'expliquer les points de retournement des cycles. Alors Frisch y arrive grâce à une approche dès 1927 où on va essayer de comprendre ce qu'est l'investissement, une approche très théorique. Et dès 1927, en parallèle, il travaille sur la décomposition des séries temporelles, c'est-à-dire sur la décomposition des séries observées pour voir quels sont les trends au sein de l'investissement, qu'est-ce qui prédomine. Et cette décomposition des séries temporelles grâce à un modèle théorique, il va montrer qu'un investissement net est composé d'un ensemble de biens et que certains doivent être renouvelés au bout d'une fois avec des temporalités différentes, puis à nouveau renouvelés, puis troisième fois, puis quatrième fois, ce qui provoque plusieurs cycles de réinvestissement qui, au fur et à mesure, s'étalent dans le temps. Et ces cycles d'investissement vont permettre de comprendre qu'à une époque, alors le NBR voyait plein de cycles qui se superposaient dans leurs données, et Frisch, par une approche théorique en décomposant les cycles de réinvestissement et les cycles d'investissement net, montre que le système économique reçoit un choc d'investissement net et ça va provoquer des vagues de réinvestissement et donc des cycles de réinvestissement comme un effet de vague. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir montrer face aux institutionnalismes que toutes ces données qui semblaient incohérentes ont une cohérence et s'expliquent par une théorie du retour à l'équilibre d'un système économique qui est perturbé comme un cheval à bascule par un choc d'investissement, mais qui peu à peu revient à sa position initiale d'équilibre s'il n'y a pas de nouveau choc d'investissement. Et c'est comme ça qu'il arrive à imposer l'économétrie, qui est une jonction entre de l'analyse mathématique, des théories économiques formulées sous forme de maths, d'équations mathématiques, et ces théories doivent trouver leur pendant dans les observations statistiques. Je vous avais dit au départ, il y a ces règles de correspondance, et les règles de correspondance seront celles notamment de l'analyse de la confluence. Alors, très vite quand même, il y a des voix qui s'opposent à l'idée qu'on puisse formuler des lois mathématiques, des lois économiques à partir de l'observation. Juste pour résumer avant de rentrer de ça, pour être sûr que j'ai été claire sur ce qu'est une loi économétrique, Frisch
qui fonde la Société d'économétrie avec un certain nombre de collègues, Frisch va réussir à imposer la loi des grands nombres pour dégager des tendances séculaires. Il va mettre en place l'analyse de la confluence ou des benchmarks qui fait qu'en gros, entre le modèle mathématique, on le fait tourner et le modèle économétrique va générer des valeurs et on vérifie si ces valeurs correspondent aux valeurs observées. Ce qui permet en gros de faire comme si on jouait aux fléchettes, on se rapproche de plus en plus de la cible et on réduit la marge d'erreur entre le modèle théorique et les données qu'il produit et le modèle empirique, c'est-à-dire les modèles tels qu'ils sont observés dans la nature. Alors très vite, John Maynard Keynes, que vous connaissez et qui pourtant est membre fondateur de la Société d'économétrie, va s'opposer à ça, notamment par rapport aux travaux de Tinbergen, qui va produire des modèles explicatifs des fonctionnements de l'économie sur la base de lois causales qui mélangent des maths et des statistiques. Et il va reprocher trois choses, Tinbergen reproche trois choses à l'économétrie. C'est l'emploi exagéré de la corrélation, c'est-à-dire que, je pense que vous êtes tous un peu au courant du fait que confondre corrélation et causalité, et notamment l'usage inconsidéré de la corrélation multiple. Il va aussi, Keynes, reprocher aux économètres le fait qu'un certain nombre d'éléments sont difficilement mesurables et sont interdépendants et qu'il est difficile de faire le tri entre l'interdépendance de ces phénomènes. On pourrait parler d'intersectionnalité si vous voulez. Et trois, il va dire, mais est-ce que ces lois vont être encore valables si par son action, puisque l'économètre commence à comprendre le monde, comme en physique, il va utiliser les lois qu'il connaît et ça modifie le monde économique. La loi est-elle encore valide après ça? Donc ça, c'est des remises en cause qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans les années 70. Tinbergen ne répond pas franchement et reste très technique. Donc l'économétrie, lui, ce qu'il va proposer, Frisch, à cette réponse-là, ça va être de dire sur les benchmarks et l'analyse de la confluence, c'est-à-dire tous les tests statistiques et l'inférence. On va essayer de mieux comprendre le terme de l'erreur et d'ailleurs on développera l'économétrie de panel pour essayer de suivre la partie, l'idiosyncrasie qu'il y a entre les individus et voir comment ils évoluent dans le temps, ce qu'on n'arrivait pas à capturer. Et puis à cette conférence du Vatican que vous avez mentionnée, les économètres se disent qu'il y a trois pistes pour améliorer la causale. C'est améliorer les modèles mathématiques, améliorer la quantité et la qualité des données, et améliorer les tests statistiques. Tout à l'heure, j'avais parlé de Frisch qui disait qu'il fallait absolument aller à l'étude des faits avec l'étude grâce à une théorie. Ce débat de la mesure sans théorie ou théorie avec mesure avec théorie est très connu et Agnès va revenir dessus sur le débat qui opposera Tajid Koopmans qui prendra la direction de la Coles Commission qui est devenu le centre des économètres et Rutledge Binding qui travaille au NBER. Et Koopmans va dire qu'on est obligé d'avoir le primat de la théorie pour trois raisons. Parce qu'une relation empirique observée est le fait de plusieurs relations et qu'il faut une théorie pour pouvoir en fait faire le tri dans ces différentes relations et arriver à formuler des valeurs universelles et des lois universelles pour pouvoir faire le tri entre tous ces éléments-là. Ensuite, sans loi, on ne pourra pas établir sans théorie, on ne pourra pas établir l'invariance des régularités empiriques observées. Et si on n'a pas de régularité empirique, on ne pourra pas faire de prédiction. Et ça sera difficile de mener des politiques à ce moment-là contracycliques ou des politiques de développement économique. Et qu'ensuite, la théorie est nécessaire pour faire des hypothèses sur les données observées elles-mêmes.
c'est-à-dire faire le tri sur la nature des données statistiques observées. Vining lui opposera 3 arguments qui sont que la théorie économique dit quand même peu de choses du comportement humain, que l'utilité sociale d'une recherche n'est pas un critère de validité scientifique, et que poser des hypothèses a priori sur la validité des variables ou sur les variables ne laisse pas de place à la découverte scientifique. Malgré tout ça, l'économie s'impose, l'économétrie s'impose et on arrive à 4 formes de modèles dans les années 60 qui sont les modèles descriptifs qui décrivent ce qui se passe, les modèles explicatifs qui décrivent pourquoi ça se passe, les modèles prédictifs. Et il y a une catégorie de modèles qui s'imposent, ceux de Frisch et de Tinbergen, qui sont des modèles dits de décision, qui sont utilisés pour mettre en place des politiques économiques. Et c'est sur ce point que Maurice Allais va s'opposer au reste des économètres en disant que sur les premiers modèles, il y a un juge de scientificité, c'est la nature, qui nous peut dire si on a bon ou on a faux. Tandis que le dernier modèle, les modèles de décision, les modèles de politique économique, ne peuvent pas, il n'y a pas de critère de scientificité, c'est un critère politique. Donc, il va refuser que le modèle qui fait le lien entre la théorie et les faits, ces modèles économétriques qui sont des médiateurs, ne doivent être que descriptifs, explicatifs ou prédictifs, mais en aucun cas ne peuvent nous venir des outils de gouvernance. Et le modèle doit rester donc neutre de toute valeur normative. Et dès qu'on fait de la politique, on introduit des normes. Je vois qu'Antoinette est partie de la conférence et c'est elle qui a un chapitre dans le livre que je vous ai mentionné qui explique le rôle des valeurs, notamment dans la valeur d'utilité du bien-être. Alors, pour répondre à tout ça, et une critique notamment de Lucas dans les années 70 qui met fin à l'économétrie, parce que Lucas va dire les lois économétriques, en fait, et les variables clés des modèles qu'on utilise, en fait, sont le résultat d'actions passées, d'actions politiques passées, qui fait qu'elles ne sont plus valables en tout temps et en tout lieu. Donc, les économistes vont essayer d'avoir une autre approche et développer, et je n'ai pas le temps d'aller loin sur ce point-là, parce que je suis au bout de mon temps et je voulais juste traiter 2-3 questions avant de rendre la parole, va développer la notion d'expérience. Parce que jusqu'ici, avec les économètres, l'expérimentation, c'est le travail sur les données empiriques, les données statistiques collectées par les instituts. Et eux vont mettre en place des protocoles d'expérimentation, de taxinomie. Par exemple, c'est, on va dire, Vernon Smith, qui va essayer de reproduire des conditions de marché pour savoir comprendre le modèle, le comportement micro des individus. Et on voit bien que l'économétrie était plutôt au niveau du rouage économique, donc macro, et donc des faits traités dans leur ensemble. Là, on revient à des faits micro, celui de l'individu. Et donc, c'est la mise en place, Chamberlain aussi met en place ces expérimentations pour reproduire le marché. Et peu à peu, va se mettre en place sur 40 ans la mise en place de protocoles d'expérimentation, sachant que l'ordre des questions posées aux agents est très important, s'ouvrir à la psychologie et aussi aux neurosciences pour comprendre le cerveau humain, afin de pouvoir répliquer des expériences. Et on passe bien de la notion d'expérimentation avec les données statistiques à la notion même d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'un fait économique? Je vais conclure là-dessus. Un fait économique, parce que c'est quand même le thème des conférences, c'est pas que le rapport aux faits, c'est un ensemble de taxonomies, c'est-à-dire il faut décrire ce qui est un fait. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir qui et quand vont produire ces faits économiques. Prenons l'accidentologie routière. L'accidentologie routière, les données qui viennent de l'accidentologie sont commandées au départ aux États-Unis par l'industrie automobile et par les secteurs des assurances. C'est la thèse de Steve Bernardin. C'est-à-dire qu'elle est orientée, cette collecte de données, vers
le fait de rassurer le public sur le fait que la voiture, c'est quand même sûr, c'est pas si dangereux. Le fait économique, vous l'entendez chaque matin sur France Inter, chaque mois par l'INSEE, c'est un ensemble de données quantitatives, mais aussi parfois de données qualitatives qui sont liées à des entretiens. La sociologie nous aide beaucoup là-dessus. Mais on crée des normes, c'est-à-dire que dans les données, par exemple, si on prend les données d'emploi, notamment dans le secteur du transport, on a pendant longtemps collecté des nombres d'emplois, mais on ne savait pas combien il y avait de femmes, d'hommes, de cadres, d'ouvriers, les métiers qui étaient plus sur du marketing, le commercial, les métiers plus opérationnels. Donc, cette collecte de données, elle est toujours guidée par une question. Alors, vous allez me dire, on a les métadonnées maintenant, on a toutes les données collectées avec les téléphones portables, etc. Mais sauf que, je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez dans une base de données collectée à partir d'un téléphone portable ou d'un ensemble pour une région, vous allez parfois mettre 18 mois pour nettoyer votre set de données parce que vous allez chercher des données. Et de plus en plus, l'économie, je vais finir là-dessus, a besoin, ça je passe, de données les travailler avec d'autres sciences, d'approches multidisciplinaires. Vous vous souvenez, on a mis tout le monde dans la rue avec les gilets jaunes en disant on va faire une taxe carbone. Mais avant de mettre une taxe carbone sur l'individu, il faut comprendre tout ça. C'est-à-dire, les émissions émises, elles dépendent c'est un certain nombre d'activités qui vont nécessiter un déplacement ou pas. Et là, on a vu depuis un an qu'il y a certains déplacements qui ne sont plus nécessaires pour certaines activités. Elle dépend aussi ensuite de savoir comment la personne se déplace, dans quel mode de transport, à vélo, en voiture, quel type de voiture. Là, justement, on regarde l'efficacité énergétique de la voiture et à quel moment. Est-ce qu'on mesure sur les 4 premiers kilomètres ou comme les constructeurs automobiles, une fois les 4 premiers kilomètres passés, c'est-à-dire où l'émission est la plus réduite. Est-ce qu'on la mesure quand la personne roule à 80 km/h, c'est-à-dire quand le moteur est le plus efficace, ou à 130 ou à 30? Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui vont encadrer la mesure du fait économique qui est l'émission de gaz à effet de serre que je dois taxer. Et on parle aussi on a besoin de connaître le contenu énergétique et le contenu en carbone de l'énergie utilisée. Donc, on voit bien que le fait économique à l'heure actuelle demande de plus en plus de la théorisation pour poser un certain nombre d'hypothèses pour comprendre et construire la donnée. Dernier exemple, à l'heure actuelle, on se pose la question de reconsidérer l'indice des prix de la consommation. Vous savez que les indices de prix à la consommation qui mesurent donc le prix et l'inflation est fondé sur un panier de biens. Et ce panier de biens, tous les 10 ans ou tous les 5 ans, on regarde quel est le bien le plus important et les biens les plus importants. Est-ce qu'il y a plus de légumes? Est-ce qu'il y a plus de télé? Est-ce qu'il y a plus de... Et l'enquête devait avoir lieu cette année, c'est-à-dire en plein temps de Covid. La question, c'est est-ce qu'on fait quand même l'enquête pour voir si le Covid a changé et a un impact concret tout de suite, ou est-ce qu'on en fait une plus tard? Donc, vous voyez bien que la collecte de données, la donnée et la construction du fait économique est une science en soi. Voilà. Je suis désolée, je crois que j'ai un peu débordé. Un petit peu, mais en tout cas, merci Ariane pour cette riche présentation. Donc peut-être que je vais passer la parole tout de suite à Agnès, sauf si parmi les présents, comment dire, un auditeur ou une auditrice souhaite poser d'ores et déjà une petite question. Sinon, je propose qu'on passe tout de suite à l'intervention d'Agnès.
je vais commencer ma présentation de manière un petit peu décalée par rapport à Ariane, parce que je vais tenter d'insister sur la diversité. Vous expliquer qu'il n'y a pas un rapport aux faits ou une théorie économique, mais en fait une pluralité de styles de raisonnement scientifique et avec eux de rapports aux faits et de conception de ce qu'est la théorie. Donc je vais essayer de le faire en 2 temps. En commençant fin 19e siècle, première moitié du 20e, où je vais montrer qu'il y a notamment différents rapports aux faits et plus particulièrement statistiques, avec ce que vous a dit aussi rapidement Ariane, c'est-à-dire qu'il y a des genèses distinctes. Alors, de ce que moi j'appelle la quantification, qui est un peu différent du sens donné par Ariane. Par là, j'entends essentiellement la quantification statistique, et de l'autre, la formalisation, donc l'usage de modèles mathématiques. Donc, je vais essayer de. Est-ce qu'on peut stopper aussi les demandes de prise de parole, parce que je suis pas aussi zen qu'Ariane, ça me perturbe énormément. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on fera un énorme saut en allant vers le début du 21e siècle. Pour voir qu'il y a eu un énorme tournant empirique et expérimental dans la discipline économique mainstream dominante. Notamment, je vais vous parler, je vais faire un petit zoom sur les expérimentations randomisées contrôlées en économie qui ont été présentées par certains comme le nouveau One Best Way de la discipline, l'intérêt de pointer à partir d'une expérimentation concrète qui s'est déroulée au Maroc, comment tout cela est assez contestable et comment à la fois les données ne sont pas toujours très fiables, et comment l'interprétation de ces données expérimentales est elle-même sujette à censure. Et donc l'idée sous-jacente, mais que j'aurais pas vraiment le temps de développer, c'est qu'il y a la nécessité d'une sorte de pluralisme intradisciplinaire qui concerne à la fois une pluralité de méthodologies, de théories, d'objets et de questions de recherche, mais aussi des valeurs que porte, parfois sans en avoir conscience, le chercheur, pour produire des formes d'objectivité sociale, c'est-à-dire que c'est par les arguments, les contre-arguments, interprétation contre interprétation, qu'on peut arriver à des connaissances plus robustes en économie comme dans d'autres disciplines d'ailleurs. Donc je vais commencer par un petit rappel historique, en commençant par un auteur, Jean-Baptiste Say, dont la posture aujourd'hui peut paraître très incongrue. Jean-Baptiste Say développe à la fois une économie libérale qui se réclame de la physique et en même temps qui est complètement littéraire. Et donc, il va expliquer qu'il y a des lois générales et permanentes en économie, comme il y en a en physique et en chimie, mais il va regarder la statistique parce qu'elle nomme et classe, il va la voir comme proche de la botanique et de l'histoire naturelle. Et pour lui, alors, il pense que la statistique se réduit à une simple cueillette d'informations sans véritable intérêt pour la théorie économique. Et il va être opposé à la mathématisation, à la mise en équation de l'économie, au modèle formel, et il explique qu'on s'est égaré en économie politique toutes les fois qu'on a voulu s'en rapporter aux mathématiques. Donc ça, c'est une première posture qui relève en fait de la première moitié du 19e siècle, quand il y avait encore un style très essayiste en économie, et petit à petit, la discipline va s'institutionnaliser dans les universités, dans les facultés, et on va avoir d'autres postures qui vont apparaître. Alors, il y a une posture de ce qui va devenir l'économie dominante dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est le marginalisme ou l'école néoclassique, celle de Walras notamment, qui s'efforce de développer une théorie pure.
Donc, on va avoir les débuts de l'homo economicus, cet homme économique qui va maximiser son utilité, sa satisfaction personnelle. Tout n'est pas encore stabilisé, ça va se préciser tout au long du XXe siècle. Le modèle de scientificité, c'est celui de la mécanique rationnelle, avec un raisonnement en termes d'équilibre, et avec l'idée qu'on peut mettre le social en équation. Ça repose sur un schéma déductif nomologique, l'idée qu'il y aurait des lois universelles en économie, et donc on part d'un certain nombre d'hypothèses, de comportements, les motivations de l'homo economicus, d'hypothèses sur le fonctionnement des marchés, et on essaye d'en déduire des lois comme la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est quelque chose qui reste purement théorique et qui, dans un premier temps, n'est pas connecté à des questions empiriques. Et quelqu'un comme Walras, je vais y revenir, développe une théorie économique pure qui va distinguer de l'économie appliquée et sociale. Et donc pour lui et pour d'autres auteurs marginalistes, la théorie pure ne saurait être vérifiée ou validée par les statistiques notamment. Il développe ce que Claude Ménard appelle une résistance aux statistiques. Je précise un peu au sujet de Walras. Donc, il explique, il en appelle à la création d'une économie pure digne de la mathématique rationnelle, en expliquant que cette théorie des échanges doit prendre appui sur la méthode mathématique, c'est-à-dire rationnelle, plutôt que sur l'expérimentation. Donc, on voit bien l'opposition. Et donc, il s'agit de déterminer des prix idéaux sur des systèmes de marché eux-mêmes idéaux et très, très éloignés de la formation des prix concrets sur des marchés concrets. Et il explique bien, les statistiques ne sont pas constitutives de la théorie pure, elles n'ont pas une fonction d'investigation. Donc la théorie pure pour lui est première, elle est antérieure à l'économie appliquée. L'économie appliquée lui est subordonnée. C'est uniquement cette économie appliquée qui pourra avoir recours aux statistiques. Et donc quand on regarde, alors il y a une grande diversité dans les fondateurs de l'analyse marginaliste. On s'aperçoit qu'ils ont quand même un point commun, ils sont partisans d'une théorie pure, sans mesure, qui pourra éventuellement dans un second temps être complétée par des formes d'économie empirique et appliquée. Et théorie et statistique relèvent pour eux de deux univers parallèles qui n'ont pas vocation à se rencontrer et qui, comme l'a dit Ariane, ne se rencontreront qu'avec la naissance de l'économétrie dominante dans les années 20, surtout dans les années 1930. Alors, il y a aussi d'autres postures qui existent. Il y a par exemple des formes d'empirisme naïf. C'est le cas de Clément Juglar, qui est un économiste qui est un grand spécialiste de l'étude des cycles et qui a donné son nom à certains cycles en économie. Et il explique, sans faire intervenir aucune théorie, aucune hypothèse, l'observation seule des faits a suffi pour dégager la loi des crises et leur périodicité. Là, on est vraiment dans l'idée qu'on peut faire de la mesure sans théorie. Donc un empirisme très très naïf. Et puis il y a une autre posture qui est celle de l'institutionnalisme originel, dont Ariane vous a déjà un petit peu parlé à propos de Mitchell ou de John Maurice Clark. Avant eux, il y avait l'école historique allemande, avec des auteurs qui sont d'ailleurs aussi, pour beaucoup des fondateurs de la socio-économie et de la sociologie économique, comme Schmoller, Zombart, Weber, et aux États-Unis, il y avait Thorstein Veblen notamment. Alors dans ces approches, on ne part pas du tout d'hypothèses de comportement de type homo economicus. On va souligner qu'il y a une pluralité de comportements économiques, de propensions, dont l'expression va dépendre du contexte institutionnel. Le contexte institutionnel, donc à la fois des lois, mais aussi des coutumes, des institutions formelles et informelles. Ce contexte institutionnel va inhiber, va freiner certains types de comportements
et au contraire, en encourager d'autres. Il y a des comportements qui peuvent être des comportements de type égoïsme, mais il y a aussi des comportements de type collaboratif, de type propension au travail bien fait, etc. Donc pour eux, ce qui est important, c'est de partir d'hypothèses psychologiques pertinentes. C'est pour ça qu'ils critiquent d'emblée l'Homo economicus, parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des hypothèses de départ pertinentes, et partir d'hypothèses qui sont ancrées empiriquement et non posées a priori. Alors, il y a une divergence aussi très profonde sur la finalité même de la discipline économique. Pour ces auteurs, il n'existe pas de loi universelle qui serait valable en tout temps et en tout lieu. Il y a en permanence dans l'économie des processus de changement, de transformation, l'émergence endogène de la nouveauté, qui fait qu'on ne peut, en tant qu'économiste, que discerner des régularités situées relatives à des contextes spécifiques. Et notamment, ces régularités situées, elles dépendent de matrices institutionnelles qui vont en partie conditionner les comportements économiques. Donc, ils vont être différents dans une entreprise japonaise, d'une entreprise française, selon les périodes, etc. La formation des salaires dans la France des années 60, où il y a une indexation de fait des salaires sur l'inflation, est très, très différente de la formation des salaires aujourd'hui. C'est ça l'idée de base. Et donc, pour eux, il y a une impossible automatisation du social, parce que, comme en biologie, en fait, et ils vont plutôt chercher l'inspiration du côté de la biologie darwinienne, il y a un processus de renouvellement permanent du monde, et on ne peut donc pas l'axiomatiser. Et de ce fait, il faut investiguer le monde. L'observation, et notamment l'observation statistique, joue un rôle premier dans le processus de théorisation. Donc on ne va pas du tout être dans un schéma de type déductif nomologique, on va être dans un schéma de type abduction, déduction, induction. Le concept d'abduction a été développé par le philosophe pragmatiste Peirce, qui a beaucoup inspiré notamment les institutionnalistes américains. Et dans le cadre du processus d'observation, les statistiques, mais pas uniquement, toute une série de méthodologies et de matériaux vont jouer un rôle. Et pour tous ces auteurs, les statistiques sont socialement construites. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un auteur de l'école historique allemande, de la seconde génération, qui s'appelle Gustav Schmoller, qui a été l'un des leaders de cet institutionnalisme allemand, qui a été un mainstream d'ailleurs, qui a été une économie dominante à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est là où, par exemple, aux États-Unis, enfin les étudiants en économie aux États-Unis allaient apprendre l'économie. Donc voilà, l'économie dominante d'une période n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Il y a des variations. Donc, il n'est pas, on va le voir, il n'est pas du tout dans un empirisme naïf. Il explique que toute description nécessite un système ordonné de concepts et la connaissance de causalités qui sont déjà établies et interdépendantes. Et toute observation, dit-il, repose toujours sur l'abstraction. Donc on n'est pas comme chez Juglar dans un empirisme naïf. Et d'ailleurs, il pense, alors à la fois il va faire toute une histoire des statistiques en Europe et expliquer comment elles se sont construites progressivement avec notamment l'action des gouvernements, mais pas uniquement. Et il va être très conscient de la construction sociale de ces statistiques. Donc d'un côté, il va être très très laudateur, il va beaucoup utiliser lui-même les statistiques, mais en même temps, il va être très prudent dans l'usage des statistiques. Donc là, il développe une position qui est assez proche de celle d'Alain Desrosières que mentionnait Ariane précédemment, que tout processus de quantification repose sur une convention, une définition préalable de ce qu'on mesure, qui va ensuite, dans un second temps, donner lieu à la mesure. Et donc, ça repose nécessairement sur toute une série de conventions sociales. Et c'est ce qu'il dit quand il va souligner que sans connaissance préalable de la genèse d'une statistique, tout chiffre est problématique,
ne serait-ce que parce que dans les processus de comptage, la délimitation de ce qui appartient ou non à une catégorie statistique est en partie arbitraire, est en partie discutable. Donc, on n'est pas du tout dans un empirisme naïf. Néanmoins, ils vont avoir un rôle pionnier, ces institutionnalistes allemands, comme plus tard les institutionnalistes américains, dans le développement d'un appareil statistique, d'enquête statistique. Donc, un des objectifs de l'écosystème, dit-il, c'est de mettre en évidence et d'expliquer les régularités statistiques observées, comme par exemple vont le faire ses collègues Wagner pour l'augmentation, la tendance à l'augmentation dans les pays développés de la part de l'État des dépenses publiques dans le PIB, ou les lois Daniel sur les budgets de consommation, par exemple. Donc, Schmoller explique que les statistiques modernes, beaucoup plus fiables que les statistiques qui existaient auparavant, permettent de mettre en évidence des régularités, des variations et des changements qui renvoient à des causes qui ne sont pas encore connues et qui permettent en fait de contrôler des causes qui sont connues. Donc, les statistiques jouent un rôle très important dans le processus de théorisation parce qu'elles nécessitent de générer de nouvelles théories, ce qui est important dans un monde en changement permanent, mais aussi de remettre en question les théories existantes. Et il va aussi insister sur le fait que les régularités sociales, morales, c'est-à-dire relatives aux mœurs, au comportement, sont différentes des lois astronomiques. Donc, on n'est pas, dit-il, dans la mécanique. Alors, pourquoi n'est-on pas dans la mécanique? Et là, il va faire une critique de ce qu'il considère comme un réductionnisme de Quetelet et de son homme moyen, précisément parce que les sujets sociaux ont une conscience d'eux-mêmes, ont des activités intentionnelles et évolutives, et donc ils ne peuvent pas être examinés avec les mêmes préconceptions de fixité et de passivité qui sont valables en physique. Donc, on est en présence de causalité évolutive et complexe, avec notamment une variété intrinsèque des individus que ne permet pas de saisir l'homme moyen de Quetelet. Et donc, il explique qu'on ne peut pas traiter une population dans laquelle certaines caractéristiques moyennes ont été observées, comme si elle était homogène, et comme si on pouvait attribuer ces caractéristiques homogènes à certaines parties, certaines composantes spécifiques de la population. Et donc, il explique notamment, vous ne pouvez pas inférer à partir du nombre moyen de crimes dans une population donnée que les individus ont une propension uniforme au crime, un penchant uniforme au crime. Donc, à la fois, il est très laudateur sur l'importance des statistiques, mais il souligne que les statistiques ne permettent pas de comprendre les motivations et les représentations des acteurs économiques, qu'on ne peut pas les postuler a priori, et que là, il va falloir utiliser d'autres techniques d'enquête plus qualitatives, et qui va être nécessaire en fait d'opérer une contextualisation historique de ces comportements. Donc en fait, il est en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodologies mixtes. Il explique que la statistique livre des vérités, mais toujours en relation avec d'autres sciences spécialisées. Et donc, ce qu'il va proposer et ce qu'il va mettre en œuvre dans son séminaire de recherche, c'est la triangulation avec des documents d'archives en faisant des critiques des sources, mais aussi des études qualitatives. Donc, combiner toute une série de méthodologies pour essayer d'approcher les comportements économiques. Alors, je vais passer un peu plus vite sur la suite. Chez Mitchell,
qui fait partie de ceux qui ont prolongé dans la tradition américaine l'institutionnalisme allemand. Il y a aussi, en fait, une vision en termes de statistiques qui sont construites socialement et politiquement de l'institutionnalisme comme une économie quantitative, hein, qui doit être amenable to statistical critique, hein, qui doit se confronter aux phénomènes qui apparaissent au travers des statistiques. Mais il insiste aussi sur le fait que ces statistiques sont construites, hein, et qu'il faut les interpréter avec circonscription. Il y a un très beau discours qui fait en 1919 devant la Société américaine de statistique, dont il est alors le président, notamment sur le rôle de la guerre dans le développement des statistiques, avec toute une série de problèmes concrets qui se posent. Donc, il va lui aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas de loi invariante en économie, que les notions de variété sont extrêmement importantes. Je n'insiste pas plus là-dessus, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Donc, je passe maintenant à ma deuxième partie. Donc, on va faire un saut dans le temps pour s'intéresser à une forme d'économie contemporaine. Alors, entre le début du XXe et le début du XXIe, il s'est passé beaucoup de choses. L'économie néoclassique est devenue dominante dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle a donné lieu à toute une série de développements. Et puis, petit à petit, il y a eu, à partir des années 90 notamment, mais même si ça se préparait bien avant, le développement de toute une série d'autres approches plus empiriques et notamment expérimentales. Puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les approches hétérodoxes, qui regroupent des courants très différents, notamment les institutionnalistes dont je vous parlais auparavant, dont il existe des pendants contemporains. Voilà, j'entre pas plus dans le détail, on pourra y revenir dans la discussion si nécessaire. Alors vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer que les expérimentations randomisées contrôlées en économie ne livrent pas du tout de vérité toute faite. Et pour prévenir tout malentendu, parce que je vais développer cette critique constructive de certains usages des expérimentations randomisées contrôlées en économie, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas du tout dans une démarche à la Didier Raoult, qui a d'ailleurs dit des imbécilités à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête, quand il dit par exemple que les essais randomisés sont un standard imposé par l'industrie pharmaceutique. Ça ne correspond pas du tout à l'histoire des essais cliniques, notamment telle qu'elle est détaillée dans l'ouvrage majeur de Marx sur la question. Néanmoins, il n'empêche qu'il existe des essais cliniques qui sont instrumentalisés, voire dévoyés par l'industrie. Alors aujourd'hui, le développement de ces expérimentations randomisées contrôlées en économie, il se fait notamment dans un laboratoire qui domine le champ, qui travaille sur la lutte contre la pauvreté. Donc c'est le JPAL, il est hébergé au MIT. Et il domine ce champ en termes de publications, de moyens, de nombre de RCT, de professeurs, de nombre d'expérimentations et de prestige, puisqu'il compte notamment 3 prix Nobel, entre guillemets, d'économie. Alors c'est un champ en pleine expansion, il y a un boom de ces évaluations par les RCT, et d'ailleurs avec un boom en sciences sociales, et elles sont enregistrées par l'Association d'économie américaine, ce qui est assez révélateur de ce qui se passe. Et il y a un usage de ces expérimentations qui est assez particulier, parce qu'il s'accompagne d'une rhétorique qui n'est pas du tout celle qui est présente en médecine, par exemple. Alors, il y a l'idée que, ça on retrouve aussi en médecine, que ces expérimentations sont au sommet de la hiérarchie des preuves, mais il y a une idée supplémentaire parmi les randomistes en économie, c'est que finalement c'est la meilleure méthode et la seule qu'il faudrait pratiquer. Elles sont, non pas comme le dit Martine Ravalion, pour le JPAL, les expérimentations randomisées ne sont pas simplement au summum du menu des méthodes autorisées, rien d'autre
au menu. Donc il y a un monisme méthodologique, hein, il y a l'idée qu'il y a une méthode qui est la meilleure et que c'est celle-ci que tout le monde doit appliquer. Ça, c'est à mon avis assez problématique. Et donc je vais essayer de vous le montrer très rapidement à partir de l'exemple d'une expérimentation au Maroc qui s'est déroulée de 2006 à 2009. Une expérimentation conduite par le GEPAL Europe, hein, et Esther Duflo elle-même faisait partie de l'équipe, avec un organisme de microcrédit à la Mana qui était plus familier du microcrédit en zone urbaine et qui voulait s'implanter en zone rurale. Et donc, cette expérimentation a accompagné ce processus. Il s'agissait de mesurer l'impact du microcrédit sur les revenus, l'investissement, la consommation des ménages en zone rurale. Donc, le principe de tout ça, c'est que vous avez un groupe test et un groupe témoin avec un tirage aléatoire. Donc, des paires de villages aux caractéristiques similaires ont été choisis de manière aléatoire pour recevoir les services de microcrédit, alors que le village de l'autre paire servait de groupe témoin pendant 2 ans. Ça concernait 6 000 ménages au total. Donc c'était une expérimentation d'ampleur importante. Alors, quand on regarde comment s'est produit le recueil des faits pour cette expérimentation, on s'aperçoit que ça a donné lieu à de multiples bricolages. Notamment parce que la collecte des données a été sous-traitée à un bureau d'études Team Maroc qui était spécialisé dans l'ingénierie et dont la conduite d'enquêtes statistiques, en particulier en zone rurale, n'était pas du tout la spécialité. On avait des enquêteurs qui, par exemple, ne maîtrisaient pas le berbère. Or, il y a de nombreuses zones rurales au Maroc où il faut savoir parler les langues berbères pour avoir une chance d'avoir un questionnaire un petit peu solide. Les méthodologies étaient très problématiques. Il y avait des enquêteurs qui interrogeaient souvent un tiers, qui n'étaient parfois même pas membres du ménage, plutôt que le chef de ménage absent en journée. Certains entretiens se déroulaient de manière publique en présence des membres de la communauté. On sait combien ça peut fausser les réponses en pratique. La durée du questionnaire était d'abord très longue, elle a été raccourcie par la suite. Il y avait des questions qui étaient souvent peu pertinentes pour les populations locales. Est-ce que la chèvre d'un berger du Haut-Atlas est un capital fixe ou un stock? En fait, la réponse était le plus souvent qu'il s'agissait d'une forme d'épargne-retraite pour ces populations rurales. Il y avait des problèmes de saisie des données. Il y a des vérifications factuelles qui ont été faites par l'Agence française de développement, qui était le commanditaire qui finançait tout ça, qui ont révélé de nombreuses erreurs avec toute une série de problèmes d'incohérence dans les données, ressources, dépenses notamment. Alors, un autre problème qui s'est posé concrètement, c'est que les produits évalués en cours de route ont changé de nature. À l'origine, il devait s'agir de prêts collectifs. On a introduit en cours de route des formes de prêts individuels pour rendre le produit de microcrédit plus attractif parce qu'il y avait un problème de faible adhésion qui posait des problèmes statistiques. Et donc, pour ça, on a mis en place des actions de sensibilisation, porte-à-porte, réunions collectives, des incitations des agents de crédit locaux, avec des primes, etc., pour forcer à l'adhésion aux produits. Il y a eu une augmentation de la taille de l'échantillon en cours de route, avec là aussi probablement une hétérogénéité entre les villages concernés. Donc tout ça pose toute une série de problèmes statistiques. Et puis, en fait, pour que ça marche, il faut que les villages témoins soient vierges de microcrédit. Or, en fait, on s'est aperçu au travers d'une enquête qualitative qui a accompagné le processus, qui a été fait par des socio-économistes, qu'il y avait bien souvent accès au microcrédit dans les villages de contrôle. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a des collègues qui ont fait une réplication complète de ce travail, de cette expérimentation qui a été publiée, qui a donné lieu à des centaines de citations, qui a été publiée dans un journal réputé, une revue réputée, etc. Et ils ont montré que, en pratique, l'échantillonnage était très différent du protocole initial
Et donc, il est très difficile de caractériser la population étudiée et d'interpréter de quoi les résultats sont représentatifs. Il y a des variations telles du sexe et de l'âge des membres des ménages censés avoir été interrogés avant et après l'intervention que dans 20% des cas, il ne peut en pratique s'agir des mêmes ménages. Il y a des estimations incohérentes du patrimoine possédé par les ménages. Or, c'est une variable cruciale. Je l'ai déjà dit, les zones n'étaient pas toujours vierges de crédit. Et puis surtout, en faisant la réplication, ces collègues se sont aperçus que les chercheurs du GEPAL avaient arbitrairement choisi d'écarter avant analyse 27 ménages qui présentaient les valeurs les plus élevées sur certaines variables, et donc tout cela fait changer en profondeur les résultats de cette expérimentation pourtant présentée comme le summum de la rigueur. Alors on pourrait se dire, cette expérimentation-là, oui, je suis en train de terminer. Oui. Simplement, voilà. Hein. Bon. Ouais. Okay, oui, c'est les 2 dernières diapos. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une expérimentation mal conduite, c'est des brebis galeuses, etc. En fait, c'est pas le cas. Hein. C'est des chercheurs parmi les plus prestigieux, dont une prix Nobel du GEPAL, un jour une revue réputée. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est pas propre à cette expérimentation-là. C'est le cas de beaucoup d'autres, d'ailleurs pas toutes conduites par le GEPAL, notamment une expérimentation phare qui s'appelle Progresa Oportunidades au Mexique. Il y en avait une autre au Cambodge, et aussi une expérimentation vraiment très très célèbre sur les vermifuges. Il y a d'autres réplications qui mettent en question la validité interne et externe des données. Donc il y a toute une série de problèmes qui se posent. Alors, des bricolages, on en connaît tous. Dès qu'on fait de l'empirie, il y en a nécessairement. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une absence de réflexivité, et il y a toute une partie de ce qui est fait qui est mis sous le boisseau. Et donc, la qualité des données et donc de la preuve, qui est le principal argument de vente des randomistes, pose ici problème. Voilà, je voulais pointer que l'interprétation était particulièrement délicate. Je vais juste donner un seul exemple et je termine là-dessus. C'est une autre expérimentation qui a eu lieu au Mexique. Donc on met en place des bons, des coupons qui donnaient droit à une subvention salariale qui sont assignés de manière complètement aléatoire à des individus qui participent à un programme de workfare. Et en théorie, l'idée, c'était que la subvention réduisant le coût du travail rendait l'embauche de ces personnes plus attractive. Et effectivement, le résultat de l'expérimentation aléatoire, ça a bien montré cet effet positif. Donc, c'était conforme à la théorie, etc. Le problème, c'est que quand il y a eu heureusement des entretiens qualitatifs de suivi qui ont été mis en place, et ils se sont aperçus que ces bons étaient interprétés comme une sorte de lettre de recommandation pour les individus qui les détenaient, et donc qui indiquaient que c'était des personnes qui sortaient du lot, parce que personne ne savait que ces bons avaient été assignés de manière aléatoire. Et là, ce que je veux simplement pointer, je termine là-dessus, c'est que faute de méthodologie plus qualitative, les mécanismes causaux restent souvent des boîtes noires pour les randomistes et peuvent donner lieu à des interprétations très très contestables. Voilà, désolée d'avoir été si longue, je m'arrête là. Non, très bien. Vous avez tenu le temps, donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, un grand merci pour cette présentation, ainsi que celle d'Ariane, évidemment. Donc, on n'a pas eu trop le temps de laisser place à des questions sur l'une ou l'autre de vos interventions. Peut-être que c'est le moment maintenant. Et puis, si tel n'est pas le cas et si tout a été bien compris, à ce moment-là, de passer à un débat un peu plus général. Donc, est-ce qu'il y a des participants qui veulent s'exprimer ? Bon. Alors, il faut se battre contre les trolls en même temps. Bon, c'est un peu compliqué.
Alors, Posez vos questions dans le chat et on voilà, les fera parvenir. voilà, on les relaiera. Hein. Et sinon, c'est une question générale. Quand on n'est pas dans un acteur des sciences économiques, parfois on a de l'extérieur, on a des difficultés à savoir si les sciences économiques sont purement descriptives et doivent l'être, ou si elles sont aussi prescriptives, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait, ou même si elles peuvent avoir des effets performatifs. Donc, je parle de l'extérieur, hein, je ne suis pas économiste, et donc ce type de question depuis l'extérieur me revient souvent. Alors, quand je parle de sciences économiques, je ne sais pas si finalement je fais référence au monde académique ou à ce qui se dit à la radio, dans les journaux, à la télé. Donc, est-ce que c'est descriptif, prescriptif, performatif, tout ça à la fois, ou c'est ni l'un ni l'autre? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer. En fait, il y a dès qu'on a développé les modèles économétriques, dès le départ, l'ambition de Frisch et de Tinbergen dans les années 30, c'est d'être prescriptif, c'est de pouvoir de décrire pour pouvoir mettre après en place des politiques contracycliques des cycles. Et donc, dès le départ, il y a cette co-intégration de prescriptif et prédictif, parce qu'à partir des séries temporelles, on peut essayer de dénoncer des tendances et d'avoir des modèles de prescription. Ce qui fait que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait gérer la guerre, ces modèles ont été mis en avant pour gérer la coordination entre les secteurs, gérer la raréfaction des ressources, en absence d'un marché qui pouvait réguler. Et c'est imposé l'idée, on le voit dès 1944, tous les économistes et les responsables politiques, qu'il fallait des modèles pour décrire l'état de l'économie et pouvoir ensuite dire où il fallait investir, ce qu'a fait le plan France, le commissariat au plan, en disant bon, on va nationaliser en plus des industries stratégiques, ce qui nous permettra de guider notamment l'énergie, le transport, pour pouvoir orienter les activités et soutenir toutes les démarches privées qui pourront être initiées. Donc, les modèles, c'est à la fois des modèles économétriques, mais c'était aussi la mise en place d'outils de mesure comme la comptabilité nationale et les tableaux input-output, qui sont la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre comme ressource, qu'est-ce qui en sort. Et il faut savoir que, par exemple, Leontief, qui a développé ces tableaux-là sur la base de Kenney, les Américains lui ont demandé de le faire pour pouvoir cibler les bombardements. Les Britanniques avaient une approche du genre, moi je bombarde tout le territoire allemand, je bombarde partout. Les Américains voulaient être beaucoup plus efficaces en disant, moi je veux bloquer le circuit économique de nos ennemis, donc j'ai besoin de savoir quelles sont les activités clés, les secteurs clés, et après je les mets sur une carte et j'envoie mes bombardiers. Et donc, vous voyez bien que la comptabilité nationale, à départ, elle est très orientée politique, elle est prescriptive, pas dans le bon sens, hein, du coup, c'est pour faire la guerre, mais elle est là. Et le deuxième usage des tableaux input-output qui sont demandés à Leontief, c'était pour savoir si les Russes pourraient rembourser les emprunts que faisaient les Américains en risque pour qu'ils fassent la guerre. Donc, c'est à la fois décrire l'économie soviétique dans sa capacité à générer de la richesse, et pour savoir si après, ils pourront rembourser. Donc, avec la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique, la guerre, s'est imposé l'idée qu'il fallait des modèles macroéconomiques pour gérer l'économie. Et c'est pour ça qu'en 63, quand ils sont au Vatican, tous ces économètres vont distinguer les modèles descriptifs, explicatifs, prédictifs et les modèles à part, décisionnels, qui vont servir à orienter l'économie. Et ce qui est marrant, c'est que dès 63, ils ont l'idée de ce qu'on applique dans le climat, c'est-à-dire, vous savez, dans le climat, on a fait du backcasting, c'est-à-dire, on dit notre objectif d'émission de gaz à effet de serre, c'est de temps à tel horizon, et on rétropole toutes les mesures qu'il faut faire en revenant en arrière pour maintenant dire ce qu'il faut faire. Et bien, dès 63,
les économistes, notamment Richard Stone, adoptent cette approche en disant que les modèles doivent nous décrire quel est le chemin pour arriver à tel niveau de développement et de croissance dans 10 ans. Voilà. Oui, peut-être pour compléter ce que dit Ariane, ou je laisse la place à des questions. Je ne sais pas. Oui, vous pouvez compléter. Ouais. Oui, ce qui est intéressant avec Léon Tief, c'est qu'il avait grandi, qu'il avait connu les débuts de l'Union soviétique. Il avait été formé, en fait, ces tableaux input-output correspondent en fait au tout début de la mise en place de formes de planification en Union soviétique, et ça correspond à ce que Alain Desrosières appelle l'état ingénieur. Et donc là, c'est basé sur effectivement quelque chose qui est une vision, on va dire, assez réaliste, qui est construite par la façon dont on classe les différentes catégories d'input, d'output, les différents secteurs, etc. Mais c'est une vision, en fait, réaliste de l'économie et de sa gestion. Et vous avez d'autres modèles qui sont basés sur toute une série d'hypothèses. Et quand on regarde, en fait, à l'intérieur de ces hypothèses, certaines ont été affirmées expérimentalement. Donc, en fait, il y a là aussi toute une série de configurations très, très différentes. Il peut y avoir un héritage, je vous avais parlé un petit peu de Walras au début, qui est une vision très théorique, complètement idéalisée de l'économie, qui va petit à petit avoir une dimension normative, c'est-à-dire dans mon modèle, je vous montre... je vous simplifie ça, désolé Ariane. Non, mais voilà, ça va avoir, on aboutit dans mon modèle théorique en situation de concurrence complète à ce qu'on va appeler plus tard l'optimum de Pareto. Et donc, la réalité ne correspondant pas à mon modèle, ce modèle devient une norme à atteindre. C'est-à-dire, et c'est ça qui va inspirer l'idée. Alors, il y a tout un cheminement. Aucune idée économique se traduit directement dans les réalités sociopolitiques, mais ça se traduit, par exemple, dans l'idée de concurrence libre et non faussée, qui apparaît dans certains traités européens. Donc, en fait, il y a toute une variété d'usages des modèles, de la comptabilité nationale, des statistiques, et on pourrait reprendre en fait les différentes catégories d'Alain Desrosières pour les transplanter à l'économie, et voir cette variété d'attitudes. Donc il n'y en a pas une seule, et à chaque fois les attitudes vont être différentes par rapport à la prescription, oui, mais quel type de prescription, etc. Et je pense qu'Agnès rappelle le travail d'Alain. Il faut bien voir que ces modèles-là ou ces outils, ces faits, peuvent être utilisés comme outils de preuve et outils de gouvernance. J'avais un peu évoqué ça. Et la frontière, elle est rarement, elle n'est pas étanche, comme le soulignait Agnès souvent. Les hypothèses des modèles sont des prescriptions en elles-mêmes, avec des idées préconçues sur ce que devrait être le monde et sur les catégories qu'il faut prendre en compte ou pas. On s'en rend bien compte dès qu'on touche aux questions de justice sociale, d'inclusion, quelle catégorie de population on prend. Est-ce qu'il y a des interventions là dans le chat? Alors, je signale à Véronique et à que je sais pas, j'ai pas accès au chat. Enfin, en tout cas, je vois pas le. Il est lui aussi envahi par les trolls. Ouais. Alors là, Alors, il y a une question, une vraie question sur, au niveau des traitements statistiques sur l'étude au Maroc, est-ce qu'il s'agit d'incohérence ou d'erreur? Il y a surtout à la base beaucoup de données qui sont très mal construites, qui sont très très peu fiables. Donc il y a à la fois des incohérences, des erreurs, et il y a peut-être même des manipulations quand les auteurs de l'étude ensuite choisissent par exemple d'écarter une partie des cas pour obtenir certains résultats. Ça, on ne pourra jamais le savoir, mais en tout cas, c'est une question qui se pose, qui s'est posée au moment de la réplication qui a été faite.
qui a permis de mettre ceci en évidence. Donc il y a toute une palette de problèmes qui se posent, et aussi dans l'interprétation. Alors j'ai pas eu le temps d'en parler, donc je profite d'en parler. Là, on est face à des acteurs sociaux. Le microcrédit, un programme de microcrédit, c'est pas quelque chose qui est neutre socialement. C'est-à-dire que selon les régions au Maroc, ce qui s'est passé, c'est que l'organisme de microcrédit Alamana a été vu dans certains cas comme un représentant de l'État central. Cet État central, selon les régions au Maroc, il est soit craint, et donc là on s'est dit il faut absolument rembourser, je vais peut-être pas prendre un microcrédit parce que ça va poser problème, ou il y a d'autres régions comme le Rif, où il y a une très très longue histoire au Rif, à la fois d'économie illégale, cannabis, etc., et puis de répression des acteurs locaux par l'État central. Les révoltes du Rif, etc. Donc, de ce fait, ils ont vu cet argent Alamana comme l'argent du gouvernement et donc l'argent des voleurs. Et donc, on prend l'argent et on le rembourse jamais. Donc, on voit très bien qu'ensuite, pour interpréter les résultats d'une telle expérimentation, si on n'inclut pas des dimensions qualitatives, socio-économiques sur les représentations des acteurs, on passe complètement à côté de ce qui se passe. Et c'est ce qu'a montré en fait l'étude socio-économique qui a été menée par une autre équipe en parallèle, qui étaient eux des spécialistes du pays, des questions de microcrédit, qui sont allés dans certains villages voir ce qui se passait, qui ont interrogé les acteurs, qui ont observé, etc. Et qui ont abouti à des conclusions très différentes. Et donc là, ce que je voulais pointer, c'est l'intérêt de croiser les méthodes, justement pour comprendre ce qui se produit dans une expérimentation et pour interpréter les résultats. Je rebondis sur ce que dit Agnès. Le croisement des méthodes est très important. C'est-à-dire que la donnée, par exemple quantitative, elle doit être toujours assortie d'enquêtes. Par exemple, il y avait une thèse d'Anaïs Rothschild sur les déplacements qui avait été très intéressante, puisqu'on voyait le nombre de gens qui gardaient les déplacements en voiture. On ne comprenait pas pourquoi arriver dans une zone où il y a plein de transports en commun, ils ne basculaient pas vers un autre mode. Et en fait, c'est par les entraînes qualitatives qu'on arrive à comprendre qu'il y a des habitus, qu'il y a la difficulté à appréhender un nouveau système de transport, une nouvelle mobilité, un nouvel espace. Et c'est cette combinaison des deux. Et ce que montre bien la présentation d'Agnès, c'est l'importance d'expliciter toutes les hypothèses et le travail méthodologique étape par étape, ce qu'on appelle les métadonnées. Dans la construction du fait, c'est très très important. Alors, moi j'aurais peut-être sauf si dans le chat il y a des questions qui sont apparues, Julien, mais je les vois pas. Alors, les trolls sont toujours à l'œuvre, hélas. Ouais. Donc moi j'aurais disons deux questions, réflexions. Est-ce que d'une certaine manière, et comment partir de là expliquer ce phénomène, Agnès le montre, ou en tout cas souhaite le montrer, donc il y a comment dire, ces théories et ces méthodes mainstream qui sont en train de recouvrir un petit peu tous les champs de l'économie, quoi, si j'ai bien compris. En tout cas, il y a une diapositive qui tente à le montrer, c'est-à-dire que l'hétérodoxie en économie recule. Est-ce que ça serait au nom de Boyle que finalement cette avancée sans fin cette économie dominante gagnerait voilà, du terrain, ou est-ce qu'il y a d'autres comment dire, d'autres explications, on pourrait dire, à ce mouvement-là? Qu'est-ce qui fait que voilà, des champs économiques reculent? Alors, en dehors du fait, et c'est vrai que la sociologie des sciences a balayé
ces questions-là, c'est-à-dire voilà, des rapports de domination qui peuvent jouer évidemment dans des scientifiques donnés, mais ça n'expliquerait pas pourquoi ceux-là gagnent précisément, quoi, ou en tout cas sont en train de gagner, et on a bien la vision assez nette du modèle naturaliste, quoi, hein, en quelque sorte, qui est en train de l'emporter. Ma deuxième question réflexion, alors, je ne sais plus, c'est l'une ou l'autre hein, qui avait évoqué ça, mais à travers des petites remarques. Voilà, par exemple, la question globale du changement climatique. Vers quel modèle, par exemple, économique, il faut tendre. Donc là, on pourrait dire, on est dans le domaine de la prévision-prescription, quoi, hein, en quelque sorte. Donc là aussi, au fond, quand on se projette sur des dizaines et des dizaines d'années pour dire, eh ben, tiens, les sociétés humaines, voilà ce qu'elles seront peut-être dans 100 ans ou 200 ans, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à prendre les modèles dominants d'aujourd'hui comme étant les points de référence dans 100 ans ou 200 ans, alors que personne finalement n'en sait rien, quoi. Hein, voilà. Et en tout cas, ni, je dirais, toute possibilité d'évolution. Peut-être vers d'autres types de sociétés que l'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Voilà. Je veux dire par là, mais d'une manière très très réductrice, est-ce que l'histoire finalement de la science économique, de ses théorisations, etc., n'est pas finalement que la science du marché, et en dehors du marché ou des marchés, elle n'a plus ni de pouvoir descriptif, ni de pouvoir explicatif. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des sociétés hors marché. Voilà. Si, j'ai des réponses à tout ça. Agnès, est-ce que tu veux y aller ou je commence? Comme tu veux. Pour moi, les deux questions, elles sont liées en fait. Et ma réponse, dans ma réponse, je lis les deux questions. L'hétérodoxie recule. Moi, j'ai quand même une explication en termes de sociologie des sciences, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, les carrières sont liées au nombre de publications dans des articles, souvent de format court, et l'approche mainstream très quantifiée qui utilise les modèles économétriques avec des logiciels pré-remplis, ça permet de faire 3-4 articles par an sur une même enquête, par exemple. Moi, je vais en transport, je peux changer une variable et j'explique l'insécurité routière, par le genre, par le type de véhicule, par le type d'environnement urbain de circulation. Donc là, j'ai 3-4 articles qui sont faits en 4 mois. Tandis que l'hétérodoxie, elle pose la question de choses beaucoup plus articulées, plus complexes, qui demandent plus de temps de compréhension, d'analyse des données, de mélange justement des approches mixtes, qualitatives et quantitatives. Donc ça demande plus de temps, donc moins de publications. Donc il y a cette course à la carrière qui fait aussi que il est difficile de développer une hétérodoxie. Et aussi, l'approche hétérodoxe permet très vite de se déclarer spécialiste d'un truc sur une tête d'épingle et d'attirer plein de financements. En plus, les modèles économétriques, parce qu'ils sont revenus en force, même s'ils sont améliorés, permettent d'avoir des réponses rapides à donner et rapides, pas complexes, ce qui est un peu embêtant. Donc, c'est pas forcément. Le modèle naturaliste s'impose en tout cas en sciences économiques, par son efficacité et une capacité à répondre à des questions très complexes très rapidement. Sauf que c'est les mauvaises réponses. Hein. Vous comprendrez bien que je suis pas orthodoxe. Et moi, je pense qu'il peut sauver l'économie, c'est justement de répondre avec des questions comme celle du changement climatique, où l'économie va être obligée de mieux redéfinir ses propres frontières, ses champs de validité, pour contribuer avec d'autres disciplines
à expliquer comment on peut aller vers des sociétés qui seront moins émettrices de carbone. Et c'est par l'interdisciplinarité. Et bon, pour ça, il faut être sûr de sa discipline, il faut comprendre ce qui fait corps, qu'est-ce qui fait commun dans la méthode, dans les théories, dans les hypothèses. Et c'est dans l'interprétation, dans l'articulation entre modèle économique et modèle climatique, c'est Michel Armat qui le montre bien avec Dayan, qu'on arrivera à trouver des explications ou des prescriptions. Voilà, c'est en mettant des gens de disciplines différentes. Et ça veut dire retrouver de la complexité. Mais on a du mal à entendre, par exemple, que si on n'utilise pas un vélo, c'est pas parce que c'est simplement moins cher. C'est qu'il y a un ensemble, l'individu est dans un ensemble de représentations sociales, de territoire, mais aussi techniques. Il suffit qu'il y ait la piste de vélo qui est à côté de soi soit sale, encombrée d'objets avec un risque d'accident qui fait qu'on ne la prend pas. C'est pas une question de coût. Alors après, on va dire, oui, c'est un calcul coût-bénéfice, je prends pas mon vélo parce que j'ai une chance sur 2 de me viander sur la voie cyclable à côté de chez moi. Alors vous allez me dire, oui, c'est encore une analyse économique, mais je ne crois pas à ça. Agnès? Oui, moi je suis tout à fait sur la même ligne qu'Ariane. Je vais juste compléter, tout à fait d'accord sur l'explication de l'évolution, de la réduction de l'hétérodoxie, qui s'accompagne aussi d'une diversification interne du mainstream. Donc c'est des évolutions très complexes, il ne faut pas caricaturer non plus. Donc, c'est des explications de sociologie des sciences qui permettent de bien comprendre les choses. Ariane en a évoqué parmi les plus importantes, et j'en ajouterai juste une. C'est le passage par les revues les mieux cotées, avec une liste et un ranking des revues. Or, ces revues c'est le paradoxe, ont été fondées par exemple par les institutionnalistes américains dont je vous parlais auparavant, par exemple l'American Economic Review et bien d'autres. À l'origine, elles étaient pluralistes. Et puis petit à petit, elles se sont rétrécies dans les années 70 au point que maintenant, quand on est certains courants, par exemple les post-keynésiens, etc., on n'a absolument aucune chance d'être publié dans ces revues. Donc il y a une fermeture. Et du coup, ça verrouille complètement les carrières, etc. Donc ça, c'était juste un complément. Sur les questions de changement climatique, il y a un ouvrage très intéressant d'Antonin Potier sur comment les économistes mainstream réchauffent la planète, avec leurs modèles et leur façon de penser notamment. Et il pointait notamment que le prix Nobel, avec plein de guillemets, William Nordhaus, avait calculé en fait le nombre de degrés d'augmentation optimale du climat. Il avait décrété que, en fonction de critères économiques, alors basés là aussi sur toute une série d'hypothèses très contestables, ça devait être de 3 degrés en fait. Or, dans ces modèles, il n'y a pas du tout d'effet de seuil, il n'y a pas du tout d'effet d'irréversibilité qui sont absolument cruciaux dans l'extinction de la biodiversité, dans les changements climatiques, et on les voit à l'œuvre en ce moment. Et donc là, il y a une attitude d'une certaine manière assez bizarre. C'est l'économiste qui va décréter ce qui, selon ses propres critères, est optimal, et ce serait les climatologues, etc., qui devraient suivre à partir d'un critère d'optimalité défini par un économiste, à partir, là encore, d'hypothèses qui sont extrêmement problématiques. Alors, moi aussi, j'ai en tête les travaux d'Armat, de Michel Armat et Amy Dahan sur les sciences du climat. Et du coup, je serais parfois moins optimiste sur l'interdisciplinarité, parce que ce qui montre aussi tous les deux, c'est qu'on a des agglomérations de modèles en fait qui sont incohérents, avec d'un côté des économistes mainstream qui vont bidouiller avec leurs hypothèses, et puis de l'autre, il va y avoir les climatologues, etc. Et on va mettre tout ça bout à bout. C'est pas cohérent, et donc là c'est pas une véritable interdisciplinarité en fait, parce qu'il faudrait incorporer justement par exemple des effets d'irréversibilité dans ces modèles économiques, etc. Dernier point sur la question de la science des marchés. Alors ça, c'était la vision de Walras dont je vous parlais justement. Pour lui, la société pouvait être pensée comme un ensemble de marchés, et il voyait les marchés comme une vision très idéalisée de la bourse de Paris. Des marchés instantanés, qui fonctionnent bien, selon des règles prédéfinies, etc.
en fait, il y a toute une série d'autres approches en économie qui vont insister sur l'existence d'une multitude d'autres modes de coordination que les marchés. Et d'ailleurs, les entreprises, c'est des petites unités de planification et de hiérarchie, sur le rôle des réseaux et sur la construction sociale des marchés. Donc, il y a aussi toute une série d'approches qui montrent le hors-marché, le fait qu'on va même être résistant à la marchandisation dans certains domaines, etc. Donc il y a plein de choses là-dessus, et là aussi il y a une diversité de points de vue. Le problème, c'est quand on n'en prend qu'un, et là on a effectivement l'impression que l'économie est simplement une science des marchés, en plus envisagée de manière très particulière. Naturaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a plusieurs variations même au sein du mainstream, c'est très compliqué. Par exemple, chez Walras, le modèle, c'est la mécanique d'avant la seconde loi de la thermodynamique. Il tient ça à distance de toute volonté d'expérimentation ou de vérification ou de validation empirique, parce qu'il sait très bien que sa vision n'est pas une vision réaliste. Il en est parfaitement conscient. Donc là aussi, il y a toute une panoplie d'attitudes. Après, il y a des transpositions aussi très naïves de la biologie, mais d'une biologie qui n'est pas la biologie darwinienne, dans l'idée de processus de sélection qui s'opèrent sur les marchés. Enfin voilà, il y a plein de choses très différentes quand on regarde la discipline. Eh bien, merci en tout cas pour avoir participé à ce séminaire. Merci pour avoir résisté de façon très calme aux attaques de trolls. Et donc, on essaiera de bien réécouter à tête reposée tout ce que vous nous avez dit. Et merci pour l'invitation. J'ai pas eu le temps de le dire, mais merci beaucoup pour l'invitation et les questions. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Bonne fin d'après-midi alors. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.